Amateurs de frissons, bienvenue dans ce nouveau cocktail. Si vous êtes prêts, partons à la découverte de phénomènes étranges et d'histoires effrayantes. La dégustation commence maintenant. Dans un précédent cocktail de frissons, nous avions suivi les mésaventures de Nick, un homme qui, après avoir aperçu une étrange silhouette sur la route, avait commencé à expérimenter des événements inhabituels dans sa maison. Des bruits, des objets qui se déplacent, des apparitions étranges, autant de phénomènes qui ont transformé le quotidien de l'homme en un véritable cauchemar. Un cauchemar dont il ne semble pas prêt de se réveiller. Damn, in 5 minutes. Get even deeper. Crazy. What's that? What's that? I can't tell. It looks like a... Fuck, I don't know. I'm gonna find out what the fuck that thing is. Let's see. What is this? What is this thing, man? The fuck, dude? I don't know if that's a real person or whatever. If you're in my house, you need to get out. If you're in here, the cops are on their way. Jesus Christ. Fuck this. I'll walk. En se rendant près du ruisseau, Nick trouve une petite boîte scellée et marquée d'une croix. Une étrange trouvaille qui va directement être suivie d'événements troublants. Animé par une certaine curiosité et voyant dans cet objet une possible connexion avec les phénomènes qui se produisent chez lui, Nick va décider d'ouvrir la boîte, non sans regret. Got the box. I don't know why it's nailed shut, but I don't want to release something bad into my home, and I know it doesn't matter because it could still attach itself to me, but I just feel a little bit better doing it here. This stinks. Oh, what is that fucking smell? I broke it. Oh shit. Feather? Some sort of a leaf? It's a rotted off. I'm assuming a picture of somebody. It's fucking hot in here. I can't fucking breathe.
Après avoir ouvert la boîte, Nick est pris d'un vertige et d'une toux soudaine, le forçant à quitter le véhicule. Et en s'attardant sur le contenu de la boîte, l'homme découvre des objets semblant avoir été utilisés dans le cadre d'un rituel étrange. Déterminé à se débarrasser de cette potentielle hantise, Nick décide de brûler la boîte et d'emménager dans une nouvelle maison avec sa femme pour repartir de zéro. Malheureusement, il semble que la réalité finisse toujours par nous rattraper. Here's the living room where we will live and stuff and things and such. Okay, carry on. Moving on. Here we are. This is the dining room where we will be dining. Hopefully this place will be ghost-free forever. We don't know. Why the fuck would you say that? Because, what do you mean? My wife is asleep. Until I woke up to some sound inside, I swear to God. What was that? Why the fuck is this living room light on? And what the hell was that noise? God, it's fucking cold in here. I think it's starting again. The fucking noise in my house, it sounded like something was walking through my house, my new house. Fucking getting dizzy. I also lost a fucking tooth. Out of nowhere. Everything's going so fucking good. My wife is happy. I was happy. Alors que tout semblait se passer pour le mieux, Nick est à nouveau témoin de phénomènes étranges, laissant croire que ce qui le tourmentait dans son ancienne demeure l'a peut-être suivi dans sa nouvelle maison. Un événement qui affecte durement le moral de l'homme et qui pourrait malheureusement ne pas être le dernier. Un ciel étoilé, un feu de camp crépitant, des amis partageant des histoires autour des flammes dansantes. Le camping est souvent un moment de partage agréable, mais lorsque le voile de la nuit se fait plus épais et que les ombres de la forêt prennent une allure inquiétante, l'expérience peut vite basculer dans l'étrange et le terrifiant. C'est précisément ce qui est arrivé à un groupe d'amis ayant décidé de bivouaquer au milieu des bois. I don't know. That was a fucking child screaming. Joe, listen. Or like a fucking woman or something. That was a female fucking screaming. Phil? I don't know what to tell you, but... Please, please, please. Oh, fuck. No. That's not a fucking closer, man. Oh my god, Phil, it sounds like somebody's being fucking raped. I'll do it first. That's probably... Dude, we're in the fucking middle of nowhere. Dude, that sounds like some haunted ass shit, dude. What happened to the other steel target? There's two. Wait, what the fuck is One right that? there on the ground. What the fuck is that? It's on the ground. What the fuck is that? The fuck is what? That right there. What the fuck is that? Dude, that's not normal. No. Please tell me you guys are fucking with me. Oh! No! Les amis sont d'abord interpellés par des cris stridents, puis découvrent, pendus à des arbres, des objets étranges dont l'un semble représenter une sorte de poupée. Si cette découverte a des airs de projet Blair Witch, il convient d'adopter une approche plus terre-à-terre vis-à-vis de ces cris, dont la sonorité se rapproche fortement de celle d'un lynx. On pourrait donc conclure en affirmant que cet événement a une origine tout à fait naturelle, mais de nouvelles images vont jeter un voile beaucoup plus étrange sur cette séquence. I sent that video to one of my good friends and he brightened up the exposure and slowed it down and then he sent it back to me. And I'm a little fucking baffled about what I fucking just saw.
augmentant la luminosité de la vidéo, se révèle un visage lugubre partiellement caché derrière un arbre. Une apparition effrayante qui rend la séquence beaucoup plus étrange et qui interroge sur la réelle origine de ces cris. Se pourrait-il que l'emplacement choisi par les amis soit en réalité le lieu d'étranges rituels, ou bien voyez-vous dans ces images un simple canular? Comme d'habitude, je vous laisse seul juge. Dans cette vidéo, on peut observer une forme blanche traverser le chemin de fer juste avant le passage du train. Un événement qui prend place dans une zone réputée hantée et qui a poussé certaines personnes à voir dans cette étrange silhouette la manifestation d'un esprit revivant les derniers instants de sa vie. Pourtant, en analysant la séquence, on découvre que ces images n'ont en réalité rien de paranormal. En effet, on peut remarquer que les contours de cette figure ne fluctuent à aucun moment et que sa forme reste parfaitement identique tout au long de la vidéo. Une observation qui prend tout son sens quand on réalise que cette silhouette blanche n'est en réalité rien d'autre qu'une tache présente sur le pare-brise du train. Ce constat est d'ailleurs renforcé par le fait que cette dernière est toujours localisée au même endroit sur la vitre. Et si l'impression nous est donnée que la forme se rapproche à mesure que le train avance, c'est tout simplement parce que la caméra elle-même se dirige vers la vitre, créant cette illusion de perspective. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait. Ça soutient beaucoup la chaîne. Merci d'avance et bonne fin d'épisode. L'histoire prend place chez la grand-mère de Julien, dans une maison familiale nichée au cœur de la campagne. Julien et sa femme, complices de longue date, venaient de temps en temps y passer la nuit, à la fois pour se ressourcer et profiter d'un changement de décor, mais également pour rendre visite à la grand-mère de Julien et lui tenir compagnie. La configuration de cette maison était toutefois particulière. Les pièces à vivre se situaient à l'étage, tandis qu'au rez-de-chaussée se trouvait le garage et la chambre de Julien. Un soir, vers 23h, alors que le grand-père était absorbé par la télévision, Julien et sa femme grignotaient tranquillement dans la cuisine, en compagnie de leur chien. Soudain, Julien perçut des bruits de pas distincts. Pensant que c'était son petit frère, il le mentionna à sa femme. Cependant, personne n'apparut et le couple ne prêta pas plus d'attention à cet événement. C'est alors que 2 coups sourds et puissants résonnèrent sous leurs pieds, provoquant un sursaut général. Ce bruit fut suivi de 3 ou 4 autres encore plus forts. En se levant, Julien et sa femme remarquèrent le chien aboyer en direction de l'escalier menant au rez-de-chaussée. Évidemment, la présence de quelqu'un dans le garage paraissait impossible. Toute la maisonnée dormait et les seules personnes éveillées se trouvaient à l'étage en leur compagnie. Le grand-père, qui n'avait rien entendu, appela le chien à se taire, mais l'inquiétude commençait à envahir Julien et sa femme, et la perspective de se rendre dans leur chambre, séparée du garage par le hall d'entrée, devenait de plus en plus effrayante. Malgré leurs craintes, ils allèrent finalement se coucher, et alors qu'ils tombaient doucement dans le sommeil, la télévision s'alluma d'elle-même, émettant un son sans image. Un phénomène qui avait l'habitude de se produire sans raison apparente, surtout lorsqu'une présence humaine occupait la pièce. Un détail frappa alors Julien. Le lendemain marquait le 20e anniversaire du décès de sa tante. S'agissait-il d'une coïncidence ou ces événements étaient-ils une forme de manifestation? Cette question, restée sans réponse, conclut cette nuit particulièrement étrange. Les hôpitaux sont des lieux où la vie et la mort se côtoient quotidiennement. Des espaces qui voient défiler jour après jour l'espoir, la douleur, le soulagement et parfois, inévitablement, la fin de la vie. Ainsi, chaque existence qui se termine, chaque dernier soupir, chaque adieu non prononcé, ne pourrait-il pas créer un endroit propice à des manifestations paranormales? C'est une question à laquelle ont été confrontés 3 jeunes infirmiers pendant leur garde de nuit dans un hôpital. You nervous? Why are you nervous? Because it's hard. Are you nervous? Yes. You see anything?
Oh shit! That was evil. What? 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 Oh. Oh, it's a doll. Oh. Yeah, it's just a little doll. They want us training. Oh, it's a train doll. Put it here. Still weird though. Nah, look at her. That's weird. Oh, that's freaky. Let's go. Alors que le groupe explore l'étage réputé hanté de l'hôpital, il découvre une poupée pour le moins effrayante. Une poupée dont la simple présence est de mauvais goût, sans pour autant constituer un événement paranormal. Mais les choses n'allaient pas tarder à prendre une tournure encore plus étrange. Yeah, look at her. That's weird. Does it look like there's anything? This is creepy and dark. What? What? The curtain moved. No, it didn't. Yeah, it did. It Shut moved. up. No, It it moved. didn't. It moved. Yes, it did. Why would a It curtain did. move? How do you not see that? Oh, okay. Oh, oh, oh! The curtain moved. No, it didn't. Yeah, it did. It moved. Shut up. No, It moved. It didn't. moved. Yes, it did. Why would a It did. curtain move? How do you not see that? Oh, okay. Oh. Après le mouvement du rideau, un objet tombe à la renverse, provoquant la fuite du groupe. Des événements que certains qualifient de paranormal, dans un lieu propice à d'éventuelles hantises, mais que d'autres préfèrent ranger dans la catégorie des mises en scène. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dans les précédents cocktails de frisson, nous avons suivi l'investigation de Cédric dans un hôtel abandonné qui s'est révélé être le théâtre d'étranges phénomènes. Que ce soit des bruits très distincts, des voix ou encore des appareils qui s'éteignent sans raison apparente, Cédric a été témoin d'une activité particulièrement troublante durant son enquête qui allait trouver une conclusion saisissante. C'est pas possible. J'ai changé les piles. Marche pas. Y'a quelqu'un? Vous êtes avec moi dans cet étage? Il y a une odeur bizarre. Comme un parfum. Parfum féminin. Je sens pas. Oh, putain. C'était où ça? C'était vous ça?
Cette dernière partie d'enquête commence tambour battant avec des bruits, des voix et surtout la fermeture soudaine de la porte. Un événement d'autant plus étrange que le mouvement est précédé d'un coup puissant, comme si quelqu'un ou quelque chose avait violemment cogné contre la porte. Cédric, qui se rendra plus tard dans la pièce en question, ne trouvera pourtant personne. Et alors que l'enquête approche de la fin, un dernier phénomène particulièrement troublant va se produire. Je vais essayer de voir si vous voulez bien essayer de communiquer une dernière fois avec moi, de la manière que vous voulez. Et je vous laisserai tranquille. J'ai cru entendre un espèce de... Tu sais, un truc comme ça. Derrière moi, en fait, j'étais comme ça. Attends, je vais refaire le même chemin. C'est par là que j'ai entendu. Et là, j'entends. Oh! C'est quoi? C'est ma batterie? Je vais prendre ça pour une réponse, voilà. Pour un oui, comme quoi vous me dites au revoir et que je dois partir, en quelque sorte. Faut que je redescende là. Alors qu'un bruit violent retentit, Cédric se retourne et découvre la batterie de sa caméra par terre. Une batterie qui avait été pourtant soigneusement attachée à l'appareil à l'aide d'un scotch. Et s'il n'est pas impossible que l'événement soit juste le fait de la gravité, un détail assez perturbant va frapper Cédric. En effet, en revisionnant les rushs de l'enquête, il va découvrir que ce bruit singulier de la batterie a déjà été entendu à plusieurs reprises au cours de l'investigation. Putain de merde, mais c'est quoi ça? Pourtant, la batterie n'a jamais été vue par terre avant la dernière occurrence. Entre les étranges bruits, les voix sinistres, le puissant coup contre la porte et la chute de la batterie, Cédric aura été témoin d'une activité particulièrement intense, laissant croire que cet hôtel abandonné ne le serait peut-être pas tant que ça. Si cette enquête vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Cédric, Phobia, qui propose d'autres investigations tout aussi passionnantes. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau cocktail de frissons. À plus.